manchette aujourd'hui, on rebaptise une île dans l'archipel du lac Saint-Pierre. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 20 juin 2025, Alain Bellemare au pupitre. L'Association des familles plantes a convié plusieurs personnes. Donc, ça s'est passé jeudi, hier, le 19 juin. Pourquoi? Pour assister au dévoilement d'une affiche d'identification de l'île des Plantes dans l'archipel du lac Saint-Pierre. On parle d'un moment historique qui a été vécu par la lignée de la famille des Plantes dans l'archipel du lac Saint-Pierre. En effet, l'Association des familles plantes a procédé donc au dévoilement, comme on l'a mentionné tantôt, d'une affiche identifiant l'île des Plantes. On a évidemment un court extrait qui nous explique ce qui s'est passé et c'est suite à un travail de recherche acharné, notamment de Jacques Plante, que la toponymie de l'île a pu être modifiée. Bon, dans un premier temps, on a deux petits extraits. On a l'explication et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien nom pour arriver au nom actuel. On écoute ces extraits. Ce qui va arriver, ce que vous allez voir tantôt, vous allez voir ceci tantôt. Un peu de gommette. Et voilà, le S va avoir disparu. La grosse pancarte, vous allez, oui, merci, des applaudissements, oui. Jacques Plante, je suis un cournoyer Plante, donc pas plus sorellois que moi. Ça n'existe à peu près pas. Je m'étais mis en tête il y a 5 ans de suivre le trajet où ont habité les plantes qui m'ont précédé. Je suis natif de Sorel, mais je suis dans le registre de la paroisse de Saint-François-du-Lac. Ça me donnait déjà des indices de remontée. Et j'ai redécouvert, à travers les textes d'un ancien membre de l'association décédé maintenant, Roland Plante, que j'appartenais à la lignée de Pierre Plante, la deuxième famille de François Plante. 3 fils avec Madame Lépine Bérard et une dizaine d'enfants avec Madame Cognac. En remontant ces lignées-là, j'avais donc plus d'affaires à fouiller ben longtemps, mais je me suis enfargé dans les territoires où les gens habitaient pour découvrir que Pierre n'est jamais venu à l'île. Il est resté du côté de Sorel. Cependant, son frère aîné, Joseph, a habité les îles ici. Il habitait l'île Saint-Ignace quand il s'est fait donner par M. Dremzé, seigneur de Montréal, la terre de l'île qu'on appellera l'île des Plantes, pour ne pas nommer l'ancien nom, pour tout de suite passer au nouveau. Alors il s'est fait donner cela. Avec sa famille, il a vécu sur l'île Saint-Ignace et l'île des Plantes jusqu'au décès de son épouse. Suite au décès de son épouse, il a partagé ses biens avec ses enfants vivants. Les 4 qui habitaient déjà l'île des Plantes se sont trouvés sur des terres confirmées leur appartenant. Ils habitaient maintenant et la population locale a commencé à appeler cette île l'île des Plantes. Donc, on n'était pas face aux plantes de la botanique. On était aux plantes des noms de famille. Et M. Lacaisse, arpenteur géographe, qui a fait une des premières cartes de l'île, précise déjà à ce moment-là, en 1700, fin 1700, précise déjà l'île des Plantes avec le nom de famille, Plante, P majuscule et pas de S. Mais dans les transcriptions de cette carte-là et dans les autres cartes dressées pour le ministère de la Voirie, de l'Agriculture, de la Culture, tous les ministères ont besoin d'une carte de quelque chose pour savoir
où est leur autorité? Alors, ils ont souvent transcrit les mêmes cartes, sont inspirés des mêmes cartes, et moi, ma prétention était de la suivante, c'est que il y a une faute d'orthographe. On a fait disparaître le P majuscule pour un minuscule, puis on a ajouté un S. Parce qu'on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait l'île du Charme qui était une famille. Il y avait d'autres îles autour qui ont des noms de famille, qui honorent les familles, qui les ont développées et mises en valeur. Alors, ayant trouvé cela, j'ai écrit à l'association en disant c'est anormal qu'on tolère qu'une île où nos ancêtres ont tant travaillé ne porte pas leur nom et véhicule une faute d'orthographe. Puis en plus, je suis un ancien prof de français, je pouvais mal tolérer ce pessimiste. Et c'est quand même étonnant de voir comment une lettre de l'alphabet mal placée, tout ce que ça peut créer là, comme ambiguïté. Alors j'ai lancé ce débat à l'association. Ça a été repris l'année dernière, je pense, à Sainte-Claire, par le conseil élu l'année dernière à Sainte-Claire, et on s'est mis à l'œuvre, remonter les cartes, remonter les textes, remonter... Et Patrick, qui étant originaire de l'endroit, connaissant les actuels propriétaires de l'île des Plantes, a favorisé de beaucoup la démarche. Et le fait qu'il soit à Québec et de Québec, ben, il a fait l'entremetteur polymère avec les gens du ministère de la toponymie. Faire bouger la toponymie, c'est pas toujours simple. Il faut pouvoir appuyer nos affaires avec des faits vérifiables. Finalement, au mois de mai, Mars. Le 13 mars. Finalement, le 13 mars, c'était un vendredi? Finalement, le 13 mars, la commission de la toponymie a rendu son verdict qu'on avait raison de pouvoir prétendre que cette île s'appelle, dans les faits, l'île des Plantes, P majuscule, pas de S. Donc, c'est avec la collaboration de la municipalité aujourd'hui qu'on officialise cette chose-là. Et les choses officielles, c'est pas à moi, mais c'est de là que ça vient, la démarche sur l'île des Plantes. Monsieur le Président, à vous le remercier. Donc, l'île des Plantes, on parle évidemment de végétaux, est devenue l'île des Plantes, une famille évidemment de plantes fort nombreux, autant du côté de Sorel que du côté nord du fleuve, à Saint-Ignace de Loyola et à l'île du Pas. Donc, un dossier original et une île qui change de nom. On passe au domaine des affaires. Le magazine Les Affaires a publié ces derniers jours un listing, un regroupement, une liste des 300 plus grandes entreprises du Québec. CTRB a parcouru cette longue liste et on vous parle d'une partie du classement des entreprises qui ont pignon sur rue dans notre région. C'est évidemment les principales, c'est parmi les principales entreprises. Tout d'abord, en 9e position, c'est important, là, sur 300, 9e, c'est Solio Groupe Coopératif, mieux connu sous le nom d'Olimel. On parle de 9967 travailleurs. Évidemment, on y fait la production, la transformation et la distribution agroalimentaire et de quincaillerie. Donc, le siège social est à Montréal, mais on rappelle qu'il y a une usine importante à Berthierville. Au 95e rang, on retrouve le groupe Arnois Énergie, 1310 travailleurs, donc un fournisseur de produits pétroliers dont le siège social est à Saint-Thomas, tout près de chez nous. 3e position dans notre secteur, au 98e rang, coffrage Synergie, donc c'est à Lavaltrie, 1300 employés, donc 1300 travailleuses et travailleurs qui sont sous le chapeau de coffrage Synergie. L'entreprise suivante a vu le jour à Sainte-Marceline. Il y a
une entreprise, un magasin, un commerce, voilà, fort important à Berthierville depuis nombre d'années. Patrick Morin, dont le siège social est à Saint-Paul-de-Joliette. Patrick Morin est au 120e rang sur les 300 entreprises et compte 1001 employés. Des dames, des messieurs, donc, qui travaillent chez Patrick Morin. Également, de 5e rang chez les entreprises de chez nous. Cette entreprise-là se retrouve sur 300 au 141e rang. C'est EBI, les entreprises Berthier, qui emploie 850 personnes. Donc, le siège social est à Berthierville. On rappelle que les principaux dirigeants, évidemment, c'est la famille Sylvestre depuis les tout débuts. On parle de Pierre Sylvestre, René Sylvestre, Michel Sylvestre et Bernard Sylvestre. EBI œuvre dans la gestion de matières résiduelles et la production de gaz naturel renouvelé. Donc, des entreprises du coin qui font partie des 300 plus grandes entreprises au Québec. Sur ce, allons à la pause. Bonjour tout le monde, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. C'est avec un grand plaisir que je souhaite à toutes et à tous une magnifique fête nationale. Retrouvons-nous tous ensemble, parents et amis, à célébrer le pays du Québec si ouvert et généreux. Bonne fête à tous! Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, en ce 20 juin. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louise Tranchemontagne. Également, demain 21 juin, la FADOC souhaite un heureux anniversaire à André Bellumeur. Dimanche 22 juin, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire le 22 juin ou encore samedi ou encore aujourd'hui. Si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant notre visite au Centre d'art, au Centre culturel Diane Dufresne à Repentigny, où une exposition regroupe, on le rappelle, divers artistes touchant plusieurs disciplines, des artistes réunis sous le thème de l'identité passagère. Cette exposition met en dialogue des gravures de Marc-Aurèle Fortin avec les regards engagés de 4 artistes contemporains. Aujourd'hui, CTRB vous présente Jimmy Perron. Je suis en compagnie de M. Jimmy Perron. Vous êtes artiste peintre et vous venez de l'Île aux Coudres. Bonjour, bienvenue dans la région de la Nozère. Bonjour, merci beaucoup. Dans le cadre de l'exposition, cette fois-ci avec une thématique Marc-Aurèle Fortin, vous avez été invité à présenter des œuvres qui s'inspirent de Marc-Aurèle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Marc-Aurèle Fortin? Marc-Aurèle Fortin, c'est un précurseur du paysage un peu, qui sort un peu des standards académiques à l'époque. On voit toujours des paysages un peu, je dirais, inspirés un peu de ce qu'il y en avait comme peintre en Europe à l'époque, un peu. Marc-Aurèle est arrivé avec beaucoup d'inventions quand même dans certains de ses paysages, puis il y avait quelque chose là, de très personnel dans son approche. Okay. Beaucoup de dessins aussi, surtout quand il tombait dans ces zones de peinture plus urbaine. Là, okay. On voit, j'aime beaucoup les peintres quand... Est-ce que vous avez étudié, vous êtes autodidacte, vous avez étudié... Non, moi je suis autodidacte. Okay. Ouais, moi j'ai étudié en ébénisterie, okay. à Victoriaville justement. Puis à partir de là, j'ai toujours su vraiment que je voulais devenir un artiste peintre. Okay. J'ai toujours mis beaucoup d'efforts là-dedans, mais j'ai tout autodidacte, j'ai pas... Okay. Donc, quand on vous a proposé de faire une exposition comme ça, vous avez fait de la recherche, vous avez dit, moi j'ai vu des œuvres, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils faisaient, et voici ma version 2025 de qu'est-ce que je veux rendre hommage à Marc-Aurèle. Comment vous avez fait ça? Je dirais que j'ai pas beaucoup à regarder
durant l'exécution des œuvres, j'ai pas tant à regarder. Je voulais pas me laisser influencer par son travail trop directement. Je trouvais que c'était trop... c'est un peu trop télégraphie là, de refaire des œuvres. Mis à part celle-ci, peut-être. Fait des reproductions, là, c'est ça. Ouais, ben non, dans le fond, moi, ce que j'ai un peu voulu faire, c'est de rendre hommage aux arbres, parce que Marc Aurèle adorait les arbres. Donc, dans la série qui est ici, c'est ce qu'on appelle Canopée. Donc, c'est une série de 8 tableaux qui nous transportent au sommet d'un arbre à chaque fois. Puis, il y a des oiseaux à travers ça. C'est la liberté de Marc Aurèle qui est exprimée là-dedans. C'est un peu un hommage en voulant libérer Marc Aurèle de son... On peut pas dire qu'il y a eu une fin heureuse, hein, Marc Aurèle. Moi, j'ai déjà même fait une exposition sur Marc Aurèle avec Frédéric Ouellette puis Pierre Bouchard. On avait fait des tableaux, mais qui n'étaient pas le même concept du tout. Puis on avait eu l'occasion de voir l'histoire. Puis je connaissais un peu l'histoire de Marc Aurèle, mais on a suivi vraiment les traces. On est allé sur place, on a pris des croquis, on a essayé de rencontrer les gens qui l'avaient... En tout cas, c'était... On a refait un peu son itinéraire. Puis, c'est ça. C'est comme un genre de légende, là, dans le fond, là, Marc Aurèle. C'est une légende, parce qu'aujourd'hui, ces tableaux sont très prisés aussi. Oui, vous avez imprégné aussi l'île aux coudes, je vois les couleurs, je vois je vois les choses. Quand on demeure dans un endroit, je peux dire, je ne vais pas dire pittoresque, mais magnifique et inspirant, on ne peut pas s'empêcher de le reproduire aussi. Là. Ah non, ça c'est garanti, ça c'est clair. Des fois on veut plus en faire, mais ça revient tout le temps quelque part dans le détail de la peinture. C'est imprégné dans ça, même si mon travail se dirige vers quelque chose d'un peu plus... un peu plus abstrait, un peu plus éclaté, dans le guillemets, il y a toujours des références à mon île, à quelque part, de la glace, de la végétation. C'est inépuisable là, comme sujet. Là, vous exposez ici. Si on est en vacances, on peut aller vous voir aussi sur l'île. Est-ce que vous êtes accessible? Non, mais moi, présentement, j'habite plus à l'île. Donc, mais vous pouvez voir des œuvres de moi à l'île. C'est plus dans les maisons privées. Mais avez-vous un atelier? J'ai un atelier, oui, j'ai mon atelier à moi, mais pas vraiment ouvert au grand public parce que c'est sur demande. Là. Il y a des gens qui peuvent venir, des gens qui réussissent qui me rejoignent. J'aimerais ça, mais je ne peux pas être ouvert parce que ça sollicite beaucoup trop de temps. Parfait, Donc, c'est des galeries qui me représentent. On a une à Toronto. Toronto, Roberts Gallery à Toronto. J'ai eu un show. Puis, galerie, l'autre Iris à Baie-Saint-Paul. Ah, c'est bien. Ouais. Dans le même, je ne vais pas dire contrée, là, mais dans le même environnement. Oui, Toronto... Non, mais je parle dans Baie-Saint-Paul puis tout. Oui, Baie-Saint-Paul, c'est en face de l'île aux coudes, mais c'est un carrefour important de l'art visuel. Là. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent pour les arts visuels. Donc, puis c'est ça. Ensuite, j'étais à Québec aussi, à la galerie Art québécois d'Occupation à Québec, dans le Petit Champlain. Ah, OK, oui, complètement. Puis, dans les prochains mois, c'est quoi vos projets? Là, je prépare une exposition pour un musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul. Pour 2026, une exposition solo qui va être une installation on pourrait dire multimédia, certainement. Sensorielle, comme on dit aussi. ça va rassembler des installations, des sculptures. Puis j'invite les gens à regarder ça passer. Il va y avoir des liens qui vont vous amener ailleurs, pour savoir comment ça je me suis rendu là, dans le fond. Bon, je vous remercie, M. Perron. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci!
Villa Royale à Berthierville le 4 mai dernier, à l'âge de 102 ans et 11 mois. Est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. L'ayant précédé son fils Pierre Dupuis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul Denis, feu Madeleine Blais, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Ashna Rouigui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants, Charles-Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Maïm, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 juin dès 11h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 17 mai dernier, à l'aube de ses 100 ans, est décédée Mme Ludivine Courchaine, épouse de feu Roger Dandonneau, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur, Régent Courchaine, Violette Desaulniers, ses nièces et neveux, Nathalie Fafard, Suzanne Courchaine, Jean-François Lehoux, David Courchaine, Sophie Courchaine, ainsi que leurs enfants. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au CHSLD par Filia Ferland. Des formulaires à cet effet seront disponibles à l'Église. La famille vous accueillera samedi 21 juin dès 10h à l'Église de l'Île du Pas. Suivront les funérailles à 11h. Madame Ludivine Courchaine sera inhumée au cimetière de l'Île du Pas le même jour. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 12 juin à l'aube de ses 70 ans, est décédée Mme Joanne Morin et conjointe de M. André Nollet demeurant à Trois-Rivières. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille, Marie-Pierre Barry, Jean-Philippe Morissette, ses petits-enfants, Sacha et Caleb Morissette, ainsi que la famille Fafard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 juin dès 9h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe le même jour à 11h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 mai dernier, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Joanne Valois, conjointe de feu Michel Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Dave Courchaine, Marilyn Chevalier, Juliette Courchaine, Nicolas Moreau, ses petites filles, Léonie et Laura Courchaine, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Valois, Daniel Fournier, René Valois, Jean-Yves Plante, Sylvie Courchaine, Marcel Courchaine, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, ses nièces Karine et Audrey Valois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 juin de 19 à 21h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, ainsi que samedi 28 juin dès 10h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Valois sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Le 4 juin dernier, au CHC du Château, à Berthierville, à l'âge de 85 ans et 3 mois, est décédé paisiblement M. Ludovic Morin. Né le 8 mars 1940, il était le fils de feu Joseph Morin et de feu Rosanna Berger. Il était l'époux de Mme Marguerite Hébert, avec qui il a été marié 62 ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite, sa fille Joanne, Marc Leclerc, ses petits-enfants Simon Leclerc, Léa Cléry Basile, Vincent Leclerc, Rebecca de Carufel, ses arrière-petits-enfants Jane et Jack.
Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Hébert, feu Pierrette, feu Réal Boutin, feu Yvon, Thérèse Savoie, Denise, feu Charlie Hudon, feu Bruno, Pierrette Gosselin, feu Robert, Rachel Laurent Bellil, feu Étienne, Raymond Roland Bédard et Régent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il a été précédé par le décès de ses frères et sœurs. Robert, feu Wilfrida Goupil, Bernadine, feu Michel Morin, Clément, feu Thérèse d'Avignon, Hélène, feu Julien Charette, Thérèse, feu Denis Landry, Claire, feu Raymond Lavoie, Marthe, feu Louis Villeneuve, Jean-Marie, Monique Roy et Joseph. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à son bien-être. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Cuthbert. Donc, samedi 28 juin, 9h, les funérailles suivront à 11h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera généralement ensoleillé, une température de 21, un temps ressenti de 23. Vendredi nuit, ce sera dégagé, une température de 12, un temps ressenti de 11. Samedi matin, ce sera ensoleillé, une température de 16, un temps ressenti de 16. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 27, un temps ressenti de 31. Samedi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 23, un temps ressenti de 27, environ 1 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera des risques d'orage, une température de 18, un temps ressenti de 18, environ 10 à 15 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera un ciel variable, une température de 20, un temps ressenti de 22. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 30, un temps ressenti de 40. Dimanche soir, ce sera des risques d'orage, une température de 25, un temps ressenti de 36, moins de 1 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 21, un temps ressenti de 25, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.